Et c'est donc le jour J, 80 ans après le débarquement de Normandie. Jour J pour les commémorations, peut-être les dernières. On verra jusqu'où d'ailleurs le monde entend faire écho à ce spectacle de l'histoire, hein. Quelqu'un disait que c'est le plus grand spectacle de l'histoire militaire, ce débarquement de Normandie sur les plages dont les noms résonnent encore: Omaha, Utah, Juneau. Toute la journée, vous allez pouvoir sur tous les médias vivre cet événement par procuration parce que c'est compliqué sur place, semble-t-il, beaucoup plus compliqué que pour des commémorations précédentes. On a du mal à circuler, les touristes aussi ont eu du mal à se rendre dans une ville notamment comme Bayeux, à 10 km de la plage d'Omaha. Alors on a deux invités ce matin qui sont sur place, Nicolas Aubin et Benjamin Massieu. Nicolas Aubin est agrégé d'histoire, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il collabore au magazine Guerre et Histoire et au MOOC de la guerre. Et il a publié Le débarquement en vérité et légende aux éditions Perrin. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Et Benjamin Massieu, qui est agrégé d'histoire également, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est intéressé à la figure de Philippe Kieffer, chef des commandos de la France libre. C'est un portrait, une biographie publiée également aux éditions Perrin. C'est 177 bérets verts qui se sont donc rendus en Normandie, venus d'Écosse. Ils s'étaient entraînés pour cela. C'est la seule présence française parmi les 156 000 combattants qui ont donc débarqué le jour J. Alors, on va essayer de peut-être de distinguer cette édition des éditions précédentes que vous avez pu vivre de commémoration. Est-ce que ce 80e anniversaire a une saveur un petit peu différente, Nicolas Aubin et Benjamin Messieux? Et si oui, laquelle, Nicolas Aubin? La différence, c'est qu'elle se fait, je pense, non plus dans une ambiance plutôt de réconciliation comme les trois décennies précédentes, mais dans cette ambiance de guerre en Ukraine, de retour des tensions. Et là, le discours de Biden va évidemment être très important pour rassurer les Européens, montrer la continuité entre 1944 et 2024. Pour la première fois, au lieu d'élargir le cercle des invités, on le réduit, puisque Vladimir Poutine n'est pas là. Donc on est là, moi je pense qu'on est vraiment sur un moment très important, à la fois en termes de solidarité internationale, notamment entre démocraties occidentales, mais également dans nos démocraties qui sont aujourd'hui, je pense, traversées par des crises. Cet événement qui montre la victoire des démocraties sur les totalitarismes me paraît absolument essentiel pour redonner confiance, pour réenchanter un peu la démocratie. Je pense que cet événement, il dépasse largement le cadre militaire d'une opération de débarquement, mais ça renvoie vraiment à l'essence même de la capacité des démocraties à vivre, à survivre et à vaincre ses adversaires. Benjamin Massieu. Oui, bah effectivement, c'est vrai que bon, là, on est vraiment dans un événement plus que historique, on est dans un événement mémoriel. Là, en fait, depuis de nombreuses années, le débarquement, c'est surtout un support pour faire écho à la situation internationale, hein. Il y a 10 ans, il y avait déjà la question de la Crimée qui était au cœur, les tensions entre la Russie. Vladimir Poutine était venu, mais on voyait bien que c'était vraiment en arrière-plan. Il y a 20 ans, il y avait la guerre en Irak. C'est plus qu'un événement historique, c'est avant tout un sommet diplomatique aujourd'hui, l'anniversaire d'un Hmm. débarquement. Mais qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes justement historien? Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame, une forme de perversion à vouloir rapprocher deux événements ou deux moments de l'histoire qui n'ont rien à voir entre la situation présente, même celle de la Russie et de l'Ukraine, et puis celle de l'état du monde en 1944? Nicolas Bah, Aubin, Benjamin Massieu. Nicolas. Euh, je pense que c'est un peu inévitable en fait. C'est un petit peu inévitable. On a toujours utilisé l'histoire pour expliquer le présent. Personnellement, ça me dérange pas particulièrement. Le tout, c'est que forcément, cette instrumentalisation crée des mythes, crée de la légende. On s'éloigne de la réalité historique, mais dans un cadre démocratique, les historiens sont là pour recadrer les choses. Demandons pas aux politiques de faire de l'histoire, laissons les historiens faire et que les médias voilà, fassent la part des choses. Donc à partir de là, moi, ça ne me dérange pas particulièrement. Benjamin. Oui, bah, moi je trouve que effectivement, alors la présence à chaque fois des politiques, c'est un moyen de faire écho pour nous à notre travail, ces moments d'histoire importants. Et justement, lorsque les politiques pourraient avoir tendance à se mêler un petit peu d'histoire, à vouloir raconter une certaine vision de l'histoire, bah, nous on est censé être là justement pour rétablir les choses.
Alors, Benjamin Massieu, justement, on va commencer avec vous sur la figure de Philippe Kiefer, qui peut-être n'est pas assez connu des Français, mais qui, quand même, mine de rien, le commando Kiefer a réussi à peut-être toucher l'opinion. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette figure-là aujourd'hui encore? Est-ce qu'elle est enseignée? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce que la biographie que vous avez publiée sur ce chef des commandos de la France libre qui a débarqué mérite d'être soulignée davantage qu'elle ne l'a été par le passé? Bah, moi, je trouve que pendant longtemps, on n'en a pas parlé, bien évidemment, parce qu'on ne parlait pas forcément du débarquement, beaucoup plus que ça, hein, ça ne faisait pas partie de l'agenda commémoratif français. C'est vraiment à partir des années 80 seulement qu'on a commencé à parler du débarquement. Et c'est une mémoire qui était quand même très américanisée. Même les Britanniques, les Canadiens avaient tendance à être un peu mis au second rôle, je parle en termes mémoriels, hein, alors que pourtant c'est avant tout une opération britannique sur le plan naval notamment. Euh, et la figure de Philippe Kiefer, justement, elle est venue un petit peu pour nous Français, peut-être pour rattraper ça, dans cette mémoire qui montre notre libération. On était un peu spectateur de cette libération. Et donc la figure de Philippe Kiefer et de ses commandos, c'était un petit peu permettre aux Français de se retrouver un rôle d'acteur. Et donc symboliquement, elle est quand même très importante. Et moi, justement, j'ai écrit un livre il y a 5 ans où je montrais que bah, c'est aussi avant tout de la mémoire. C'est un symbole qu'on commémore avec Philippe Kiefer et ses commandos, mais il y avait d'autres Français qu'on a oubliés. Il y avait des parachutistes, bien sûr, qui ont été célébré hier par Emmanuel Macron, mais il y avait aussi des marins, il y avait des aviateurs, il y avait d'autres Français engagés ce 6 juin, mais à dire que le commando Kieffer, il cristallise un petit peu tout ce symbole, parce que c'est l'image d'Épinal, quoi. Eux, ils sautent sur la plage, ils vont combattre vraiment sur le sol. Donc, effectivement, c'est symboliquement quelque chose qui est assez important. Et puis, sur le plan militaire, encore aujourd'hui, c'est quand même l'unité fondatrice des commandos marines. Donc, c'est des unités quand même qui font encore l'actualité. C'est la marine qui est mise à l'honneur, hein, surtout avec le commando Kiefer. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez exhumé des documents, hein, 4000 documents. Oui, beaucoup. Alors, c'est vrai que déjà, j'ai eu accès de façon inédite aux archives familiales, donc ça a été quand même un point assez important. Et puis bon, c'est vrai qu'il y avait des documents qui n'avaient pas forcément été exploités dans les archives du service historique de la Défense. Philippe Kiefer, voilà, quand on retrace le parcours d'un individu, surtout quelqu'un comme ça qui a eu tendance à vivre dans différents pays, bon, c'est toujours un petit peu on joue au petit poussé, quoi. On va essayer de retrouver les traces que la personne a pu laisser à droite à gauche, qui sont parfois même assez étonnantes. En un mot, Benjamin Massieu, pourquoi lui? Bah, parce que justement, moi, quand je me suis intéressé à tout ça, j'ai bien conscience que c'était un personnage qu'on mettait beaucoup en avant. En 2008, quand même, il y avait Nicolas Sarkozy qui avait décidé de créer une nouvelle unité de commando marine en la baptisant Commando Kiefer. Il y avait eu de grandes cérémonies pour inaugurer un monument à sa mémoire à Port-au-Prince, en Haïti, là où il était né. Et pourtant, on se rendait compte que quand même, c'était un personnage qu'on mettait de plus en plus en avant par le symbole de son unité, mais on le connaissait assez peu. Et donc, moi, je me suis dit, il va peut-être être temps de mettre les choses au clair, de voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il y avait énormément de contradictions, énormément de légendes. Cette idée d'un banquier qui travaille à New York ou à Londres, et puis qui vient se mettre au service du général de Gaulle pour sauver la France, là, on est vraiment dans une image d'Épinal, alors que c'est complètement faux. Qu'est-ce qui relève de la vérité, en fait, hein, Benjamin Massieu? Vaste question. Euh, Philippe Kiefer, j'ai envie de dire, a eu un parcours assez complexe et lui-même euh, a eu tendance à brouiller les pistes, j'ai envie de dire, sur son parcours. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que c'est un homme assez ordinaire voilà, à qui la guerre, l'histoire va donner l'opportunité de se révéler dans un milieu avec lequel il n'a aucun lien. Savoir que c'est un banquier qui vit à l'autre bout du monde, c'est un personnage quand même assez étonnant, mais qui serait resté totalement lambda s'il n'y avait pas C'est eu ça. la guerre. Il avait peut-être certaines prédispositions familiales, mais ça ne fait pas tout, hein. Justement, ce qui était intéressant en travaillant sur lui, c'est de voir à quel point on a cherché peut-être à faire correspondre son parcours
a une certaine image d'Épinal du français libre, alors que justement, il a tendance à être un petit peu différent, à être un peu en marge même. Un personnage hors cadre, exceptionnel, que la grande histoire révèle, alors que c'est ce que vous nous dites, hein, que si l'histoire n'était pas passée par là, bah, Philippe Kiefer, mais comme beaucoup d'autres, aurait connu évidemment un autre destin. Est-ce qu'on peut justement avec vous, Nicolas Aubin, revoir quelques-uns de ces mythes à propos du débarquement de Normandie? Ces mythes, c'est-à-dire ces idées, ces stéréotypes qui ont été portés aussi, on se le disait encore récemment, par le cinéma en particulier. Oui, ah bah, l'exemple du commando Clifford est excellent. J'ai valu d'en faire une entrée dans mon Vérité et Légende. Finalement, ça a été coupé au montage, mais ça fait partie de tout cet arsenal de clichés, d'idées reçues qui sont jamais, c'est jamais totalement coupé de la réalité. Hein. C'est pas de la reconstruction à partir de rien, mais c'est de l'idéalisation, de l'imprécision qui font qu'on construit une légende autour du débarquement, alors que celle que l'on peut citer, j'entendais encore hier que les Allemands avaient échoué à repousser le débarquement, notamment parce que Hitler était resté dormir jusqu'à midi, que l'on n'avait pas osé le réveiller. Et ça, c'est évidemment dans la construction d'un mythe, c'est très fort parce que c'est le mal qui est vaincu par ses propres défauts, par la crainte qu'il suscite autour de lui. Voilà, finalement, il est rattrapé par son destin. Bon, la réalité ici est en fait assez éloignée. On sait qu'il était aux commandes des 8 heures du matin à Berlin, que ses premiers ordres ont été donnés entre 9h et 9h30. Alors, c'est vrai que c'est pas à 6 heures du matin, mais on est loin du midi qui a été popularisé. Et popularisé aussi par les, par les anciens généraux allemands qui avaient eu tendance à rejeter sur Hitler leurs propres erreurs, qui en avaient fait un bouc émissaire. Et aujourd'hui, quand on regarde les archives allemandes, on se rend compte à quel point le jour J, le brouillard de la guerre est tombé sur les états-majors, avec des annonces de débarquement qui avaient lieu. On en a annoncé au nord de Cherbourg, on en a annoncé à l'est de Deauville. Par contre, celui d'Utah est absolument pas remonté. Donc, ils ont une vision extrêmement biaisée des événements et prennent des décisions forcément à contre-temps. Et on a une division de points de verre, justement, qui était soi-disant retenue par Hitler et qui, en fait, était partie vers Lisieux au lieu de partir vers Caen. Donc voilà, on rétablit un petit peu en ce moment, en dépouillant vraiment tout le maximum d'archives, notamment côté allemand, on rétablit un petit peu mieux la réalité historique. Voilà un exemple qui est assez parlant, je pense, Mais est-ce que ça veut dire, Nicolas Aubin, que la vraie histoire du débarquement demeure à écrire? Non, ça serait exagéré, parce qu'on est quand même sur une bataille qui est extrêmement bien connue. Je n'ai même pas d'exemple d'événements militaires aussi détaillés, non seulement le débarquement, mais également toute la bataille de Normandie. On a des textes sur des combats sur quelques mètres carrés, quoi. On pourrait presque localiser chaque char dans le bocage. Donc non, l'histoire est quand même bien maîtrisée, mais il y a des points qui ne sont pas forcément des points de détail, mais des points sur lesquels on a enrobé, on a enjolivé les faits. Il faut toujours il faut le reprendre, le préciser, et ça, c'est le travail des historiens. Euh, et, et pour le coup, là, je pense à Jean-Luc Leleu qui fait un formidable travail sur l'armée allemande. Kadik Adams en Angleterre a également fait un ouvrage dont la partie sur les préparatifs est absolument remarquable. Donc on peaufine en fait. C'est pas réécrire, on n'a pas nécessité à réécrire les faits, mais il y a nécessité à les affiner. Et là, je trouve il y a eu quelques ouvrages majeurs qui ont bien fait avancer les choses, comme celui aussi de Sir Philippe Kiefer. Nicolas Aubin, Benjamin Massieu, est-ce que les Allemands étaient vaincus d'avance? Est-ce qu'ils se battaient à 1 contre 10, comme sur le front de l'Est? Est-ce que c'était des réservistes qui étaient un petit peu plus âgés ou des troupes un peu plus âgées qui ne pouvaient pas faire face à la vigueur des troupes alliées? Est-ce que finalement le mythe n'est pas non plus un petit peu terni par le fait qu'il y a un rouleau compresseur qui est arrivé sur les plages normandes et que finalement il était impossible de repousser les Alliés à la mer, en l'absence Alors, d'aviation, à la plus forte raison? oui, Nicolas Aubin. oui. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le débarquement avait 99%
90% de chances de réussir. Les préparatifs alliés sont exceptionnels, la logistique alliée est extrêmement puissante et la victoire était quand même bien engagée avant le jour J. Après, c'est une opération d'une telle complexité que l'on n'est pas à l'abri d'impondérables. Les événements sur Oman l'ont montré à quel point en fait il a suffi que la houle soit plus forte que prévu et le bombardement naval a échoué, les chars amphibies ont coulé et finalement c'est fait un bain de sang. Il n'empêche que même à Omaha Beach, où ça s'est mal déroulé, les Américains ont fini par prendre la plage. Donc moi, c'est quand même cette conclusion qui m'amène à dire que le débarquement était très difficile à repousser. Et alors, vous posiez la question sur l'armée allemande. Clairement, c'est pas l'armée allemande de 1941 qui envahit l'URSS. Elle n'est plus à son zénith. Elle est composée d'un ensemble de troupes extrêmement hétéroclites. On peut trouver vraiment des troupes d'élite, mais qui ne seront pas sur le 6 juin sur les plages. Hein. Ce sont les unités de Panzer, les unités de chars qui sont en retrait. Et sur les plages, on a effectivement des unités qui sont plutôt des seconds, voire des troisièmes couteaux. Je pense à des bataillons de l'Est, c'est-à-dire des bataillons recrutés dans les camps de prisonniers, et donc qui sont essentiellement composés de minorités soviétiques. Donc là, ça, c'est certain que ça ne fait pas des troupes qui vont forcément tenir très longtemps face à l'armada alliée. Benjamin Massieu, le commando Kiefer qui arrive à Ouistreham rencontre une forte adversité. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé après pour lui? Parce qu'on dit qu'il a débarqué, mais finalement l'avenir de ces bérets verts, qu'est-ce qu'il sera? Alors déjà, il débarque pas à Ouistreham, ça fait partie de sa légende. Il débarque à Colville-sur-Orne, qui est la commune voisine. Il n'y a pas eu de débarquement à Ouistreham, en fait. Hein. On est vraiment à Colville, à l'extrémité du dispositif allié. Donc après, les commandos français, il y a personne plus à l'est. Donc ils débarquent et puis ils vont se prendre les défenses allemandes entre Colville et Ouistreham, et notamment réduire au silence le casino. Alors ça aussi, ça fait partie des idées reçues, notamment propagées par Le Jour le Plomb, comme quoi ils auraient pris le casino de Ouistreham. En fait, ils vont le réduire au silence, tout simplement. À savoir que grâce à l'aide d'un char, en fait, le commandant Kiefer va faire tirer dans les embrasures voilà, réduire les canons au silence. Mais l'assaut n'est pas mené. C'est l'infanterie britannique qui va nettoyer un petit peu tout ça par la suite. Et après, ils vont rentrer dans les terres où ils vont rejoindre les parachutistes et ils vont rester bloqués à l'extrémité est du front, puisque bah, quand n'étant pas pris, il faut tenir justement tout ce flanc allié. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins, mais la guerre du commando Kiefer, enfin la bataille de Normandie, après, c'est une guerre de position extrêmement difficile, extrêmement éprouvante moralement, mais aussi en termes de pertes. Hein. Il y a de très nombreux blessés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi un peu oublié parce que ça rentre pas encore, une fois, dans cet imaginaire de l'action commando, puisqu'ils sont dans des trous et ils attendent pendant plusieurs semaines. Ils font des petites opérations coup de main, etc. C'est une campagne dont ils vont sortir quand même assez éprouvés. Est-ce qu'ils garderont leur autonomie jusqu'à la fin de la guerre, les membres du commando Kiefer? Bah, ils sont jamais, comme toutes les troupes françaises, en fait, ils sont jamais complètement autonomes. Ils sont toujours dans des chaînes de commandement alliés. Hein. Faut pas croire que les Français avaient, quelque unité française que ce soit, avaient une réelle autonomie. Hein. Des fois, il y avait peut-être une tendance de certains chefs à outrepasser des ordres, mais c'est une unité qui est intégrée au commandement britannique, à une brigade de commando britannique. Et ensuite, ils vont, avec le numéro 4 commando, auquel ils sont rattachés, euh, continuer leurs opérations aux Pays-Bas notamment, en débarquant à Flessingue. Alors ça, c'est une opération qu'on a aujourd'hui quand même oublié, presque dans l'imaginaire général du débarquement. Enfin, pardon, pas dans l'imaginaire général de la libération de l'Europe, Oui. parce que c'était quand même crucial. Il s'agissait de libérer l'accès au port d'Anvers. Et là, ils vont y participer. Ils vont y participer puisqu'ils vont prendre, pas tout seul, hein, avec les autres commandos britanniques, belges, néerlandais, même norvégiens,
Ils vont participer à la libération de cette île de Walcheren qui bloquait l'estuaire de l'Escaut et empêchait les Alliés d'accéder au port d'Anvers qu'ils ont pris intact. C'était le premier port depuis le débarquement en Normandie, hein. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, c'est que les Alliés vont quand même déployer une logistique assez formidable dans la suite de ce débarquement, puisque les ports, en fait, ils n'arrivent pas à prendre de ports intacts. Les Allemands détruisent tout sur leur passage. Et il faudra attendre Anvers et la libération de l'estuaire de l'Escaut au mois de novembre 44 pour que de nouveau on puisse débarquer du matériel et des troupes au plus près du front sans avoir à leur faire des centaines de kilomètres par la route. Nicolas Aubin, un dernier point. Là, il semble que cette commémoration ait souligné le sort funeste de toutes les villes bombardées en Normandie. J'ai l'impression que c'est un point qui était peu mentionné auparavant et qu'aujourd'hui, on accorde beaucoup plus d'importance aux bombardements alliés, Saint-Lô, Le Havre, Lisieux, qui ont été rasés par les bombardements américains. Complètement. En fait, c'est à l'image du Quand, bien regard sûr. que l'on portait que l'on porte sur les civils en guerre. Euh, jusqu'aux années 80-90, en fait, les bombardements faisaient partie des malheurs de la guerre et on n'en parlait pas, ça n'intéressait absolument pas les historiens ou très peu, et les militaires s'y attardent pas non plus. Voilà, ce sont des impondérables. Et finalement, c'était passé aux oubliettes de l'histoire. Il y a eu un premier documentaire au début des années 80 qui avait fait sensation avec le bombardement du Havre. Et véritablement, dans les années 2000, là, c'est devenu un véritable sujet parce qu'on s'est davantage intéressé à la souffrance dans la guerre. Et on a découvert en fait Hmm. l'ampleur des victimes de cette libération, les 20 000 Normands qui ont été tués, mais aussi, si on rajoute tous les bombardements sur les villes où il y avait des gares, des usines, etc., qui travaillaient pour l'occupant, on est sur des chiffres qui dépassent les 60 000 morts côté civil français. Et ce qui n'est Donc pas ça a évidemment été, négligeable. oui, non, c'est extrêmement Merci. important. Je suis désolé, on est obligé de mettre un terme à notre entretien. On va retrouver les infos, l'actu internationale comme chaque matin. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup Nicolas Aubin. Je rappelle, hein, Vérité et légende, le débarquement, c'est aux éditions Perrin, les deux ouvrages. Et puis Philippe Kieffer pour Benjamin Massieu, chef des commandos de la France libre. Merci et bonne journée.